Le 11 juin 2026, le coup d'envoi de la Coupe du Monde sera donné aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ce sera le plus grand événement sportif de l'histoire humaine. 104 matchs, 48 équipes, dans 16 villes réparties sur 3 pays. Des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier. Et pourtant, voilà ce que les médias sportifs n'expliquent pas assez, ce mondial est déjà, avant même que le premier ballon roule, la compétition la plus géopolitiquement explosive depuis la Coupe du Monde de 1978 en Argentine, organisée sous la junte militaire. L'Iran, premier pays à s'être qualifié, a annoncé qu'il ne viendrait pas, parce que son guide suprême vient d'être assassiné dans des frappes israélo-américaines. Des supporters sénégalais et ivoiriens, dont les équipes sont qualifiées, se sont vus imposer des cautions pouvant atteindre 15 000 $ pour obtenir un visa américain. Haïti, qualifié pour la première fois de son histoire, risque de jouer devant des gradins sans un seul de ses propres supporters. La FIFA a décerné à Donald Trump son prix de la paix. L'Argentine, championne du monde en titre, est menacée d'exclusion pour un scandale de corruption financière. Et les billets pour la finale coûtent plus de 4 000 $, la place la moins chère. Je suis le professeur Alexandre Delmas, et dans cette vidéo, nous allons faire ce que les médias sportifs ne font pas assez. Regarder ce mondial 2026 non pas comme un événement sportif, mais comme le miroir d'un monde fracturé, parce que le football, qu'on le veuille ou non, n'a jamais été apolitique, et en 2026, cette vérité éclate au grand jour. Commençons par le cas le plus extraordinaire de ce mondial, l'Iran. L'Iran était le premier pays à s'être qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Sportivement, l'équipe nationale, appelée Team Melli, est l'une des meilleures d'Asie. Elle devait affronter la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G. Des matchs qui faisaient rêver des millions de supporters iraniens. Et puis, le 28 février 2026, tout bascule. Ce jour-là, Israël et les États-Unis lancent des frappes militaires conjointes sur l'Iran dans le cadre d'une opération visant le programme nucléaire iranien et ses dirigeants. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, au pouvoir depuis 1989, est assassiné dans une frappe sur sa résidence à Téhéran. C'est la première fois qu'un chef d'État de cette stature est tué lors d'une opération militaire depuis des décennies. L'Iran plonge dans une crise politique sans précédent. 40 jours de deuil national sont décrétés. Le pays est en guerre ouverte. Des missiles iraniens frappent Israël et des bases américaines au Moyen-Orient. Et le fils de Khamenei, Mojtaba, est désigné nouveau guide suprême, une succession héréditaire qui rompt avec 40 ans de tradition républicaine islamique. Dans ce contexte, la question de la Coupe du Monde devient secondaire et politiquement impossible à gérer. Le ministre iranien des Sports le dit explicitement. Étant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, il n'y a aucune condition qui ferait qu'on participerait à cette Coupe du Monde. Le 11 mars, Infantino rencontre Trump à la Maison-Blanche. Il ressort avec un message. Trump dit que l'Iran est, bien sûr, la bienvenue pour participer au mondial. Infantino publie un post enthousiaste sur les réseaux sociaux. Il dit que le football unite le monde, mais personne n'a demandé à l'Iran. Et l'Iran n'a pas changé de position. L'image d'Infantino à la Maison-Blanche, souriant à côté d'un président dont les forces armées viennent de tuer le guide suprême de l'équipe nationale qu'il est censé défendre, c'est, analytiquement, l'image qui résume toutes les contradictions de la FIFA en 2026. La question iranienne pose un problème pratique à la FIFA. Que fait-on d'une place vacante dans un groupe de 4 équipes? Les règlements de la FIFA prévoient des sanctions financières pour un pays qui se retire après qualification. Mais dans ce contexte, une guerre, un assassinat d'État, une crise humanitaire, appliquer des sanctions financières à l'Iran serait d'une indécence difficilement défendable. La FIFA, fidèle à elle-même, choisit de ne pas choisir. Elle engage le dialogue. Elle suit la situation. Elle observe. Pendant ce temps, des millions de supporters iraniens, qui, rappelons-le, ont très souvent manifesté contre leur propre régime, se retrouvent privés d'un mondial qu'ils attendaient depuis des années. L'affaire iranienne est spectaculaire. Mais elle n'est pas la seule. Il y a un scandale plus silencieux, plus systémique, et qui touche directement des millions de supporters africains. Voici les faits, documentés et vérifiés. L'administration Trump a suspendu les visas de long séjour pour les ressortissants de 75 pays. Parmi ces pays, 8 des 9 représentants africains qualifiés pour le mondial 2026. Algérie, Égypte, Tunisie, Maroc, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cap-Vert, tous concernés. Pour certains pays, Haïti et l'Iran, c'est pire. Une interdiction d'entrée quasi totale sur le territoire américain. Pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les supporters devaient,
pendant plusieurs mois, déposer une caution bancaire allant jusqu'à 15 000 $ pour obtenir un visa touristique. $15,000, c'est l'équivalent de plusieurs années de revenus moyens dans ces pays. Pensez-y une seconde. Vous avez attendu des années que votre équipe nationale se qualifie pour la Coupe du Monde. Vous avez acheté votre billet, et là, on vous dit que pour entrer dans le pays qui organise le tournoi, vous devez déposer une caution de 15 000 $, que vous n'avez évidemment pas. Pour Haïti, c'est encore plus cruel. Selon une étude du cabinet juridique américain Mendoza, les supporters haïtiens pourraient être quasiment absents des matchs de leur sélection nationale à Boston, Philadelphie et Atlanta en raison des restrictions en vigueur. Haïti, qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire, pourrait jouer sa Coupe du Monde historique devant des gradins sans un seul de ses propres supporters. Moussa a 34 ans, il est technicien en informatique à Dakar. Le Sénégal s'est qualifié, son équipe nationale, avec Sadio Mané, devenu entraîneur-joueur à 34 ans, est parmi les favorites africaines. Il a économisé pendant 1 an pour s'offrir un billet et le voyage. Il fait sa demande de visa. On lui demande une caution de 15 000 $. Son salaire mensuel est d'environ 400 $. Je ne comprends pas, dit-il à un journaliste local. Mon pays a une équipe qualifiée. Mon pays a payé ses droits de qualification, et moi je n'ai pas le droit d'aller voir jouer mes Lions. La FIFA a salué l'assouplissement partiel annoncé par Washington en mai 2026. La caution est supprimée pour les détenteurs de billets inscrits au Pass FIFA. Mais seuls 14 000 détenteurs de billets avaient choisi début mai cette procédure prioritaire. Des centaines de milliers de supporters restent dans l'incertitude. La FIFA, interrogée, répond que les exemptions pour les joueurs et les staffs sont garanties. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas la question. La question, c'est celle des supporters. Des milliers de personnes ordinaires pour qui la Coupe du Monde représente souvent le rêve d'une vie. En juin 2026, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront la Coupe du Monde de football, la plus géopolitique de l'histoire. Entre les menaces de Donald Trump, les restrictions de visa pour certains spectateurs et délégations ainsi que les silences embarrassés de la FIFA, cette compétition s'annonce comme un véritable casse-tête diplomatique. L'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'a dit clairement, cette Coupe du Monde est la plus géopolitique de l'histoire. Ce n'est pas une formule, c'est un diagnostic analytique. Il y a un acteur central dans tout ce récit qu'on n'a pas encore nommé directement, Gianni Infantino, le président de la FIFA depuis 2016, et son rapport avec Donald Trump est, analytiquement, l'une des relations les plus révélatrices de la géopolitique du sport contemporain. La FIFA a décerné à Donald Trump son prix de la paix. Ce n'est pas une blague, c'est un fait documenté. Le même Trump qui a menacé d'envahir le Groenland, qui a soutenu les frappes sur l'Iran qui ont tué Khamenei, qui impose des restrictions de visa qui excluent des supporters africains, a reçu un prix de la paix de la FIFA. Pourquoi Infantino fait-il ça ? La réponse est simple et cynique. Les États-Unis accueillent 82 des 104 matchs du Mondial 2026. Le marché américain représente des milliards de dollars en droits TV, en sponsoring, en billetterie. Infantino a besoin de Trump. Et Trump, de son côté, utilise la FIFA pour légitimer sa présidence à travers le prisme du sport mondial le plus suivi. Simon Chadwick, un chercheur britannique spécialisé dans l'économie géopolitique du sport, note que la FIFA souffre de problèmes de transparence et d'ouverture, et que les avantages pour les pays organisateurs sont discutables tandis que les coûts ne sont pas clairs. Et les coûts, parlons-en. L'Organisation des supporters européens, FSE, a attaqué la FIFA devant la Commission européenne en raison des prix exorbitants des billets du mondial, ainsi que de leurs procédures d'achat opaques et déloyales, déposant une plainte officielle contre la FIFA pour avoir abusé de sa position de monopole. Les billets pour la finale atteignent désormais plus de 4 000 $ pour les places les moins chères accessibles au grand public, un montant qui dépasse largement les standards des précédentes éditions. 4 000 $ la place la moins chère pour la finale, pour un événement censé célébrer le football pour tous. Et pendant ce temps, la facture globale pour les pays organisateurs dépassera largement le milliard de dollars, tous paliers confondus, selon les sources consultées par Radio-Canada, en raison des exigences secrètes de la FIFA. Il y a un dernier dossier brûlant que nous devons aborder, celui qui touche l'équipe la plus attendue de ce mondial. L'Argentine, championne du monde en titre, l'équipe de Lionel Messi, à 38 ans, qui vise une 3e Coupe du Monde consécutive. La favorite absolue pour des centaines de millions de supporters. Et pourtant, pendant plusieurs mois, une question terrifiante a plané sur le football mondial. L'Argentine allait-elle être exclue du mondial 2026 ?
La presse argentine a révélé un scandale de corruption financière touchant directement la Fédération argentine de football. Au cœur de l'affaire, une société financière appelée Surfinanzas, partenaire de plusieurs clubs et de la sélection nationale en 2024, soupçonnée d'actes de blanchiment d'argent. Des perquisitions ont eu lieu, des dirigeants de la fédération ont été mis en cause. La FIFA dispose de règles strictes sur l'ingérence gouvernementale et judiciaire dans la gestion des fédérations. Si un tribunal argentin condamne des dirigeants fédéraux, la FIFA peut théoriquement suspendre la fédération et donc l'équipe nationale. Pour l'instant, la participation de l'Argentine au mondial n'est pas officiellement remise en question. La situation judiciaire évolue, mais le spectre de voir la plus grande star du football mondial, Messi, privé de mondial pour des raisons de corruption administrative, est un scénario que personne n'ose envisager et que tout le monde redoute en secret. Prenons maintenant du recul. Parce que tous ces éléments, Iran, visas africains, FIFA Trump, Argentine, billets à 4 000 $, ne sont pas des accidents. Ce sont les symptômes d'un même problème structurel. Le football n'a jamais été apolitique. Cette phrase « le sport, c'est apolitique » est l'un des grands mensonges de l'histoire moderne. La FIFA a attribué la Coupe du Monde 1978 à l'Argentine de la junte militaire. Elle a attribué le Mondial 2018 à la Russie de Poutine. Elle a attribué le Mondial 2022 au Qatar avec ses travailleurs migrants en conditions de servitude. Et maintenant, elle attribue à Trump un prix de la paix pendant qu'elle lui permet d'exclure des supporters africains de son propre tournoi. À chaque fois, la FIFA dit la même chose. Le football rassemble. Le sport transcende la politique. À chaque fois, les faits disent le contraire. Trump utilise la Coupe du Monde comme les États-Unis ont toujours utilisé les grands événements sportifs pour projeter une image de puissance, de centralité, d'attractivité mondiale. Accueillir 82 matchs du mondial sur le sol américain, c'est dire au monde, c'est ici que ça se passe. C'est ici que le monde vient. C'est du soft power pur. Mais le soft power a des limites. Quand les restrictions de visa excluent donc des supporters des pays africains qualifiés, quand l'Iran boycotte le tournoi après l'assassinat de son guide suprême, l'image de bienvenue mondiale se fissure. La FIFA représente 211 fédérations nationales, plus que l'ONU. Elle organise l'événement le plus suivi de l'histoire humaine. Elle génère des milliards de dollars et elle est dirigée par un homme, Infantino, qui n'a de compte à rendre à aucun parlement, aucun tribunal international, aucun mécanisme de contrôle démocratique réel. La question « la FIFA est-elle impossible à réformer ?» reste entière, selon les experts de l'IRIS, dans un contexte où la corruption est visiblement chose courante dans l'organisation. La scandaleuse affaire FIFAgate de 2015, qui a conduit à l'arrestation de dizaines de dirigeants, n'a pas transformé l'institution. Elle l'a adaptée. Et aujourd'hui, Infantino incarne une FIFA qui a choisi la proximité avec les puissants plutôt que la défense des supporters et des valeurs du football. L'Afrique est la plus touchée par les restrictions de visa, avec 8 de ses 9 représentants qualifiés concernés. Des voix s'élèvent pour appeler au boycott, dont celle de Claude Leroy, ancien sélectionneur de plusieurs équipes africaines. Ce traitement n'est pas oublié. Chaque restriction de visa, chaque caution de 15 000 $ exigée d'un supporter sénégalais ou ivoirien, chaque supporter haïtien qui ne pourra pas assister au match historique de sa sélection nationale, tout cela s'inscrit dans une mémoire collective africaine du rapport avec l'Occident. Dans 20 ans, quand on écrira l'histoire de la Coupe du Monde 2026, on parlera peut-être des buts de Messi ou de la performance des Lions du Sénégal. Mais on parlera aussi de ce moment, l'été 2026, où le football mondial a montré sans phare qui avait accès à la table et qui restait dehors. Le mondial 2026 a déjà commencé. Pas sur le terrain, dans les coulisses diplomatiques, dans les bureaux de la FIFA à Zurich, dans les ambassades américaines d'Abidjan, de Dakar et de Port-au-Prince, dans les palais présidentiels de Téhéran et de Washington. Ce qui se joue avant même le premier coup de sifflet, c'est la question de savoir à qui appartient le football mondial. Aux supporters, ces millions de personnes ordinaires pour qui leur équipe nationale est une fierté, une identité, parfois la seule chose qui reste dans des vies difficiles. Ou aux institutions, aux pouvoirs politiques, aux intérêts financiers qui utilisent le football comme un instrument de leurs propres agendas? La réponse, en 2026, semble malheureusement pencher d'un côté. Mais le football a aussi cette capacité extraordinaire, et c'est pour ça qu'on l'aime, de produire des moments que personne n'a programmés. Un but, une équipe improbable qui va loin, un joueur qui porte le rêve de tout un continent sur ses épaules,
que ce mondial 2026 produise ces moments-là, malgré tout, malgré Trump, malgré Infantino, malgré les 4000 $ pour la finale, c'est le seul espoir qui vaille. Je suis le professeur Alexandre Delmas. Dites-moi en commentaire, selon vous, la FIFA aurait-elle dû résister aux pressions de Trump sur les visas? Et pensez-vous que le boycott serait une réponse légitime de la part des pays africains? À très bientôt.